Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, belle paysage à belle couleur. Alors, je suis avec Edwin d'Haïti. Vous êtes un politicien qui s'occupe aussi d'un fan club féminin. Effectivement, Monsieur Venn et aux téléspectateurs, Haïti depuis 1974 a participé à une grande compétition internationale qui était la Coupe du Monde de 1974 à Munich en Allemagne. Après, depuis, on a fait pas mal de choses, c'est-à-dire que la fédération haïtienne, on a essayé avec beaucoup de joueurs, malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour participer dans les épisodes de Coupe du Monde comme on connaissait. On a tenté en 2002, on a tenté en 98, on a tenté en 2006, on a tenté en 2010, 2014, 2018. Malheureusement, les poids lourds des Caraïbes, quand on parle de Trinidad, maintenant on peut parler de Panama, de Mexique, si on prend les États-Unis. Donc c'est toujours, Haïti a toujours un mal. Je ne sais pas si c'est un mal compris, mais c'est un mal quand même pour surmonter ces équipes-là pour passer comme elle l'a su faire Costa Rica, comme elle a su faire le Panama, qui a participé cette année pour leur première qualification. Malheureusement, on a essayé avec les hommes, on n'a pas réussi. Et finalement, la fédération haïtienne, je salue au passage le président Dadou Jean-Bar, Yves Jean-Bar, eh bien, avec toute son équipe, aujourd'hui, on a une sélection haïtienne féminine de moins de 20 ans qui s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde qui va se faire ici en France, en Bretagne. Donc, nous autres ici en France, étant un acteur engagé dans la vie communautaire, eh bien, si la Coupe du Monde va se passer ici en France, en Bretagne, à peu près à 4 heures de voiture, eh bien, je me suis dit, est-ce qu'on doit rester indifférent? Et lorsqu'on sait, après 45 ans de disette, donc 45 ans qu'on n'a pas eu cette émotion depuis Emmanuel Sanon, depuis les générations de Philippe Vaub, on salue au passage la famille Emmanuel Sanon, parce qu'on sait bien ce joueur hors homme, il est passé au-delà en 2006. Eh bien, ces filles, on les appelle les grenadières, elles se sont mises en 50, je dirais, pour au moins arriver à battre le Canada et passer cette étape de qualification pour être aujourd'hui au mondial en France, en Bretagne, du 5 au 24 août. Donc c'est à ce propos que nous autres dans la communauté haïtienne de France, on a mis sur pied ce qu'on appelle un fan club. Parce que qu'est-ce qui marche avec une équipe? Une équipe a besoin d'une fédération forte. Une fédération nationale qui peut frapper à toutes les portes, qui peut créer autour de l'équipe une atmosphère viable, serein, pour que cette équipe puisse aller vers l'avant. Après cela, on a besoin de l'État de ce pays. C'est pourquoi quand on parle d'une équipe, on voit la patrie. On voit le sentiment patriotisme, comme on l'a su voir avec l'équipe de France, comment en une journée, en 2 journées, comment le peuple français, c'est des bisous, c'est de l'émotion. On ne pourrait même pas qualifier ces 2 jours-là qu'on a vécu en France, entre le 15 pour la finale et le 16, le défilé sur les Champs-Élysées. Donc à ce propos, nous autres, on s'est dit, mais pourquoi pas? Essayons de mettre autour de ces filles-là un fan club, parce que j'ai dit, on a besoin de l'État qui encercle tout ça, qui aide l'équipe à avancer, parce qu'il faut imbiber dans chaque personnage ce sentiment. Et derrière, on ne peut pas lâcher l'équipe toute seule. Il faut des fans qui les suivent. Et c'est à ce moment on a créé ce fan club. Et mais ce fan club, il est là pour supporter l'équipe pendant la durée de ce mondial. Et si l'équipe arrive en finale, on serait là, non seulement pour la supporter, mais en même temps l'accompagner. Donc voilà la raison pour laquelle on a mis en France le fan club des Grenadières U20, donc qui sera là comme une cellule pour supporter toutes les initiatives qui viennent d'Haïti, par exemple, s'il y a une sélection de volleyball, de basketball, de karaté, donc tout ce qui va se passer au niveau du sport, on a monté ce fan club, et bien pour qu'on puisse, à notre tour, continuer à parler d'Haïti, parce qu'on est une communauté, la communauté doit être derrière son équipe. Alors, il est vrai que ce fan club qui est là, c'est vrai, pour permettre aux gens de participer à cet événement. Alors, quelles sont les stratégies qui vont permettre aux personnes qui souhaitent venir pour enchérir ce groupe? Donc, évidemment, ce qu'on a proposé, un fan club, c'est pratiquement on pourrait dire, c'est un comité d'entreprise. On essaie de le gérer comme un comité d'entreprise. Eh bien, on sait bien pour aller regarder ces matchs-là, il faut toute une logistique
Quand on parle de logistique, on parle de transport, on parle d'hébergement, on parle de nourriture, hein, de village sur place. Donc l'idée c'est quoi? C'est au moment de ce tournoi qui durera, je vous dis, du 5 au 24 août. Donc on essaie de mettre sur place ce qu'on appelle un village qui portera le nom de Village Haïti. Donc ce Village Haïti, pendant ce laps de temps, parce qu'il y aura 3 moments importants dans ce championnat. C'est les 3 premiers matchs d'Haïti, ce qu'on appelle les 3 matchs de poule. C'est le 6, Haïti jouera contre la Chine. Le 6 août. Le 9 août, Haïti jouera contre le Nigeria. Et le 13 août, Haïti jouera contre l'Allemagne. Donc, en fonction de la position d'Haïti, soit c'est les deux premiers. Donc, c'est les deux premiers ou bien les deux premières qui sont qualifiés. Donc, si Haïti se retrouve premier ou deuxième, Haïti sera qualifié pour les tours suivants. Donc, à ce moment-là, le fan club va toujours s'installer en Bretagne parce que les matchs, c'est à Saint-Malo et à Vannes. Les 2 premiers matchs à Saint-Malo, le 6 et le 9, et le 13 à Vannes et pendant toute la durée du championnat. Nous, on serait là-bas, comme je dis, on a mis sur place des bus de Paris au départ du Stade de France. Le jour même, c'est-à-dire on fait un départ le jour même pour aller à Saint-Malo et on revient le même jour. Donc, c'est un prix vraiment intéressant, 50 €. On dit aux gens, pour 50 €, allons supporter l'équipe haïtienne des Grenadiers. 50 €, vous payez non seulement l'aller-retour dans un autocar, confort, un beau confort. En plus, vous avez aussi le billet du match, le ticket. Donc, tout pour 50 €. Ensuite, l'animation qui y aura dans le bus. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça, on dit à la communauté haïtienne de France, c'est une occasion en or. On n'a pas pu assister à la Coupe du Monde parce que nos Grenadiers ne se sont pas qualifiés. Eh bien, on a aussi une ultime chance avec les Grenadiers qui seront en France et en plus, chez nous, ici, en France. Donc, c'est une occasion pour y aller dans ce mondial en Bretagne du 5 au 24 août. Et on a un fan club sur Facebook. Ils peuvent y aller. Il y a des numéros, il y a un flyer. Vous allez trouver toutes ces informations. Et si les gens qui nous regardent, ils souhaitent quand bien même entrer en contact et ensuite réserver rapidement leur place pour ce mondial, il suffit d'appeler au 06 63 91 85 26, 06 63 91 85 26, ou encore aller sur Facebook, tapez Fan Club Haïti des Grenadiers U20 et vous trouvez toutes les informations sur ce championnat-là, sur ce mondial et comment nous, au niveau de la communauté, on s'organise pour y aller. Effectivement, nous, on a mis sur pied l'équipe féminine, il y a la fédération haïtienne. Donc la fédération haïtienne, il y a toute une logistique avec l'équipe féminine. Nous autres, derrière, on se comporte comme des fans. Donc, étant donné que pour une équipe de football, on a besoin d'une fédération, c'est déjà fait. On a besoin des politiques, donc il faut la patrie. Et derrière la patrie, il faut un fan club. Donc nous autres, on constitue ce fan club qui accompagne l'équipe en Bretagne pendant les matchs comme étant la 12e femme. Vous avez un objectif? Oui, on a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de ramener la coupe à la maison. Donc c'est surtout ça l'objectif, parce qu'après 45 ans de disette, comme j'ai dit, Haïti n'a, jusqu'à présent, après au niveau masculin, on a eu la Gold Cup. Hein, c'était en 2006 ou 2007, ou 2008, on a eu la Gold Cup. Et maintenant, depuis, on n'a rien. Je pense qu'avec ces filles, on croit vraiment en elles, étant donné qu'elles ont su créer l'exploit, hein, en se qualifiant déjà pour cette Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde prestigieuse comme les autres. C'est vrai, c'est des femmes. C'est une compétition qui est en voie de développement. Quand je dis, parce qu'on sait, mais c'est pas tous les sports qui ont une aura médiatique. Mais je pense qu'avec l'avènement des équipes comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada, la Chine, et comme le Canada, il n'est plus, parce qu'Haïti l'a éliminé. Donc, on pense que si Haïti arrive à faire un grand pas dans cette Coupe du Monde, moi, l'objectif pour moi, surtout, quand on sait que ces filles, c'est des filles comme les autres, hein. Et puis c'est des enfants qui arrivent des ghettos, si on pourrait dire ça, qui arrivent des quartiers de Port-au-Prince. Donc moi, mon intérêt dans tout ça, c'est faire en sorte qu'on les supporte et ces filles arrivent à trouver des contrats
ici en France ou bien à travers d'autres équipes qui participent dans ce mondial. Moi, je dis si on voit il y a une 12e femme derrière cette équipe, ça, on peut les pousser jusqu'au bout. Si elles ont su faire l'exploit au Canada en battant l'équipe canadienne pour aller dans ce mondial, eh bien, on ne va pas participer pour participer. Eh bien, si nous, derrière, on peut apporter notre soutien, moi, c'est ce que c'est à quoi j'appelle la communauté c'est ce que j'appelle la communauté à faire. On a besoin d'une 12e femme pour supporter les filles. Je pense que notre force va leur apporter suffisamment d'adrénaline pour au moins aller plus haut et plus loin dans cette compétition. Est-ce que l'ambassade d'Haïti à Paris soutient le fan club dans ses démarches? Évidemment, il y a eu un premier contact, je dirais. Quand on sait qu'une ambassade, c'est la représentation de la communauté dans l'État où elle se trouve. Effectivement, il y a eu une rencontre avec l'ambassade. Et c'était notre souhait. On a rencontré l'ambassadrice, c'est notre ambassade ici en France, c'est une ambassadrice qui nous représente. On a rencontré le consulat. Et au départ, tout le monde était enthousiaste de cette initiative. L'idée, c'était, si l'équipe va dans une Coupe du Monde, l'équipe ne peut pas aller toute seule. Il faut les fans. Eh bien, à ce niveau, l'ambassade était d'accord qu'on travaille sur 2 activités. La première, c'était, étant donné que l'équipe, elle est en Bretagne, c'est-à-dire en formation, on devait organiser une journée avec la communauté. Et c'est ce qu'on avait fait. Le 6 et le 7 juillet, il était prévu que l'équipe, les Grenadières, monte à Paris pour rencontrer la communauté à travers plusieurs événements, karaté, saut, football de gala. Donc il y avait pas mal de choses. Il y avait ensuite des stars de la communauté haïtienne qui étaient mobilisés pour cet événement, parmi lesquels on avait Jean-Jacques Pierre, qui est un grand joueur d'Haïti qui jouait à Nantes en première division. Il y avait d'autres acteurs, d'autres chanteurs, par exemple Alibi Montana, on avait Kerry James, on avait beaucoup d'artistes, Original H, et artistes et groupes qui ont vu que cette initiative c'était vraiment formidable. C'était une journée avec la communauté, une journée avec les joueurs, les joueuses ici à Paris. Eh bien, contre notre attente, cet événement on n'a pas pu organiser cet événement. C'était pas de notre faute au niveau de la fédération. Je dirais plutôt il y avait, on veut pas mettre le feu sur, vous voyez, l'huile sur le feu. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair entre l'ambassade et le fan club, je dirais. Donc, ceci étant dit, l'équipe n'a pas pu monter à Paris pour célébrer cet événement auquel beaucoup de gens de la communauté étaient déjà disponibles et disposés pour prendre part. Donc ça a dû créer une sorte de conflit entre l'ambassade et le fan club. Mais je dirais aux autres, parce que nous autres, ce qu'on cherche, c'est l'unité de la communauté. On va essayer ensemble de trouver un dialogue, de trouver un terrain d'entente sur ce malentendu. Il y a eu un malentendu, comme j'ai dit. On va essayer de trouver une entente là-dessus. Par contre, on ne va pas dédouaner l'ambassade ni le consulat parce que moi je dis, cette communauté a besoin de vrais représentants. Ce pas des gens qui arrivent ici qui font rien. Donc mon rôle en tant qu'acteur, même si on me prête plusieurs casquettes, soit en tant que politicien, soit en tant qu'activiste, soit en tant que acteur culturel, mais moi j'y tiens fermement. Donc, quand on vit dans une communauté, l'unité doit être notre point fort, notre socle. Eh bien, c'est à ce propos que moi, personnellement, si on peut trouver qu'il y ait, en ce moment-là, une sorte de bif, comme on dit chez nous, entre moi et l'ambassade, c'est pas pour écraser l'ambassade, mais c'est pour que ces responsables qui sont là-bas prennent entièrement leurs responsabilités parce qu'ils ne sont pas là pour chauffer le poste, mais ils sont là au service de la communauté. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi le soutien de l'ambassade est-il important pour l'équipe, pour le fan club Le soutien de l'ambassade est important parce que, comme je dis, une telle initiative, là, on parle, regardez bien ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde. Vous voyez, le président Macron, il était au premier loge. Le président Macron n'a pas laissé l'équipe de France toute seule à Moscou.
Et ben, en demi-finale, il était là. Et regardez bien, il y a Laura Fléchel, la ministre du sport. En tant que femme, elle a suivi tous les matchs de l'équipe de France. Donc ça, c'est important. Donc c'est pas une histoire de politique, c'est une histoire de la patrie. La France s'est engagée, et on voit tout le monde derrière la France. Là, il y a Haïti qui s'engage dans une compétition. Moi, Edwin d'Haïti, je veux voir tout le monde derrière. C'est pas qu'on attend quand ces filles-là arrivent à créer l'exploit, c'est à ce moment-là qu'on va prendre un drapeau, les gens vont mettre ça sur la tête, comme ça ils sont haïtiens, ils sont fiers, alors qu'au départ, ils n'ont pas contribué à cette fierté. Moi, je veux qu'on contribue à cette fierté. C'est un devoir pour moi. C'est pas un service, mais c'est un devoir. Un devoir en tant que citoyen. Il y a l'équipe nationale qui participe à une compétition. Je suis en France. Les autres qui sont en France, moi, je trouve que c'est un idéal partagé. On doit soutenir cette équipe, même si on ne peut pas faire le déplacement. Mais si on peut financièrement contribuer au déplacement d'une autre personne, il faut le faire. Donc, c'est à ce moment-là que je dis l'implication ou encore l'engagement de l'ambassade auprès de ce fan club, il est important, non seulement pour garantir le sérieux de cette activité, et en plus pour essayer de communier les gens. Parce qu'il y a des gens peut-être qui n'aiment pas Edwin d'Haïti. Il y a des gens qui peut-être n'aiment pas une personne dans le comité du fan club. Mais étant donné que l'ambassade, c'est l'autorité qui est là pour mettre tout le monde sur la même table, donc à ce moment-là, je dis unir la communauté. Moi, c'est pour ça, moi, je dis le soutien de l'ambassade et du consulat, c'est très, très important et c'est extrêmement plus qu'important pour une telle opération, parce que sinon, eh bien, on va voir Jacques, dans un premier temps, il fait son truc. André va faire son truc. Edwin va faire son truc. Et finalement, on se retrouve en Bretagne, un petit lot ici, un petit lot de l'autre côté, et où est l'esprit du fan? Alors que les gens vont dire, mais écoutez, ils sont tous des Haïtiens, alors ils ne peuvent pas se regrouper pour faire une chose ensemble. Donc moi, c'est ça l'idée, c'est de trouver l'unité entre nous, au lieu de à chacun de monter sa chapelle, de presser sa chapelle en disant que c'est moi qui fais. Moi, c'est pas ce que je veux voir. Je veux voir une communauté unie autour d'une idée, l'idée du fan, et en même temps, il y a les autorités, que chaque personne reste dans leur place, et tout ça, qui va bénéficier de tout ça, pour moi, c'est Haïti. Si ça aurait été une équipe masculine, vous pensez que ça aurait été pareil, ça aurait été le même traitement, vu que l'équipe féminine a moins peut-être d'importance pour... Moi, je dirais à deux volets, cette réponse. Moi, mon souhait, je pensais, étant donné que ici, l'ambassade est représentée par une femme, je m'y attendais à ce que cette femme était la première à être sur le devant de la scène pour encourager tout le monde à participer, parce que ce sont les filles qui sont là-bas. C'est parce que je vois. Donc ça m'onge le cœur. Parce que moi, Edwin d'Haïti, en tant qu'homme, c'était pas à moi maintenant d'être là tout le temps à faire une sorte de pèlerinage pour dire aux gens d'aller supporter l'équipe féminine. Non. Moi, je m'y attendais à ce que l'ambassadrice prenne le devant de la scène, invite tout le monde, écoutez les gars, il faut qu'on fasse les choses, il faut qu'on mette ces filles en avant. C'est pas ce que je constate. Par contre, ce que vous dites est peut-être vrai ou non. Il y a un souci parce que le problème, il est plutôt, je dirais, ancré dans le fondamental même de l'haïtien. L'haïtien n'est pas trop foot chez lui, mais il est foot ailleurs. Qu'est-ce que j'explique? Si c'était le Brésil, regardez bien, pendant la Coupe du Monde, on a le Brésil, l'Argentine. En Haïti, on a deux camps. Donc, au niveau, on a le Brésil, on a l'équipe d'Argentine. Quand l'équipe d'Argentine joue, il y a une ferveur populaire. Quand l'équipe du Brésil joue, là, c'est catastrophique. C'est comme si c'est Haïti qui jouait. Mais par contre, quand l'équipe nationale joue, on voit pas cette ferveur. C'est pareil, quand on fait le drapeau là-bas, on peut compter le nombre de drapeaux qu'on voit. Tandis que quand l'équipe du Brésil joue, beaucoup de drapeaux se sont fleuris en Haïti, on ne sait pas d'où ils viennent. Quand c'est l'équipe d'Argentine, on voit un tel engouement de la population pour cette équipe d'Argentine. Moi, je vous dirais clairement, si c'était l'équipe du Brésil ou bien de l'Argentine qui jouait dans cette Coupe du Monde, peut-être il y aurait plus de ferveur ici en France pour la communauté ou d'autres responsables politiques d'y aller. Moi, j'essaie de lier et de mettre de côté cette appartenance à la patrie d'une autre personne pour essayer de s'approprier de notre patrie. Parce que il y a une équipe nationale,
il y a des clubs locaux. Moi, si je dois me vanter comme étant fan de telle équipe, je dois tout d'abord regarder l'endroit où je suis né. Et c'est ce qu'a dit le président Macron dernièrement avec l'équipe de France. Messieurs, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où vous venez. Mais ça, c'est parce que le sentiment que je retrouve chez mes compatriotes haïtiens. Moi, je viens d'Haïti. Peu importe mon appartenance ici en France ou ailleurs, mais je saurai que je suis haïtien. C'est ce que je suis en train de faire là. Il y a l'équipe haïtienne, je dois être derrière. Et même si c'est Haïti qui joue face à la France, dans un premier temps, je dois soutenir Haïti. Même si mon cœur aussi est à la France, mais je dois soutenir Haïti parce que je viens d'Haïti. J'ai une obligation de soutenir Haïti. Et c'est parce qu'on constate au niveau de nos dirigeants, c'est comme si l'équipe, prenons le cas par exemple, Madame l'ambassadrice, elle ne sait même pas si l'équipe elle est en France. C'est pas normal. Comment vous êtes la représentante d'une communauté, il y a une équipe féminine ici, vous prétendez que vous défendez cette équipe, vous protégez cette équipe parce qu'elle ne peut pas faire le déplacement, vous êtes sensible à ce qu'elle fasse le déplacement sur Paris parce elles vont être fatiguées, elles seront en danger, etc. Tandis que vous ne savez même pas si elles étaient en France. Moi, je trouve ça c'est de l'irresponsabilité, c'est de foutre la gueule du monde. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces discours-là. On a besoin d'une communauté haïtienne rassemblée autour d'une équipe qui est l'équipe, la sélection haïtienne féminine ou les Grenadiers. Donc, même si c'était l'équipe masculine, ça aurait été pareil. Parce que on connaît bien les déboires de cette équipe à travers plusieurs phases, soit pour se qualifier pour les Coupes du Monde antérieures, soit pour participer dans des championnats tels matchs amicaux, etc. On connaît les déboires, les difficultés. Des fois, même pour faire déplacer un joueur, pour payer les billets, pour trouver les assurances, c'est compliqué. Parce qu'on ne s'implique pas vraiment dans la culture. On s'implique plutôt dans tout ce qui est mesquinerie, dans tout ce qui est bêtises humaines, des danses obscènes. Donc, si vous faites des choses on appelle ça tissourite chez nous, là vous allez trouver pas mal de sponsors. Mais quand vous avez une équipe qui se déplace pour défendre vraiment les valeurs qui font de cette âme haïtienne une identité, eh bien on trouve personne. Donc ces gens-là n'ont pas d'intérêt dans dans tout ce qu'on pourrait dire dans l'émancipation d'une jeunesse épanouie. Eh bien nous autres on est en train de se battre là-dessus. Je dis, les filles sont en Bretagne pour Haïti. Ça fait 3 mois. Depuis mai, elles sont là-bas. Donc, vous vous rendez compte, près de 3 mois, fermées dans un endroit, coupées de leurs parents, de leurs petits amis, etc., etc. Donc, comprenez bien ce qu'elles vivent au jour le jour. On s'apprivoise un pays. On essaie de faire des entraînements. On songe à papa et à maman. On aimerait avoir son petit frère. Et surtout dans l'état où le petit frère, il dort. Parce qu'il y a tout ça. Il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et ces filles, c'est pas des filles qui viennent de la bourgeoisie haïtienne. C'est des filles qui viennent des quartiers populaires, des ghettos. Mais qui ont comme talent, qui ont un talent qui est le football. Et aujourd'hui, eh bien, elles ont été les plus convaincantes pour la fédération haïtienne. La fédération les a sélectionnées, mais ça ne veut pas dire pour autant que les problèmes sont finis. Les problèmes sont toujours là. Donc nous autres, on est derrière, on dit qu'il faut les accompagner, et quand on les accompagne, elles se sentiront plus à l'aise dans cette compétition, et qui sait, comme Nerilia, comme tant d'autres qui sont dans d'autres équipes ici en France, peut-être toute l'équipe trouvera un contrat dans les clubs prestigieux français, et pour au moins sortir du ghetto, pour sortir du ghetto, pour sortir de la misère, pour sortir de l'insécurité, parce que nous autres, c'est pour ça qu'on notre attachement, notre engagement, c'est ça. Il n'y a rien de politique là-dessus, mais s'il y a une politique, il y a une politique de développement, il y a une politique de sport. Donc on veut que le sport soit le moteur même du développement de la jeunesse. Et si on a une jeunesse qui s'implique dans tout ce qui est sport, il n'y a pas que le football, il y a l'athlétisme, il y a le tennis, il y a le basketball, il y a le volleyball, il y a toutes les disciplines qu'on connaît dans le sport. Eh bien, si l'État investit dans ces jeunes-là, eh bien, on aurait un Port-au-Prince plus ou moins calme, on aurait d'autres jeunes plus ou moins, disons, avec qui développe sa discipline, et on aurait moins de délinquance. Ça ne veut pas dire qu'on aura terminé avec cette histoire de délinquance, parce que toute délinquance dans une communauté, ça montre vraiment que la communauté est en évolution.
mais on peut de toute façon sauver 70 à 80% de cette jeunesse de la drogue, de la corruption, de la prostitution. Eh bien, pour vous dire, notre engagement encore, c'est ça. Essayons d'accompagner cette équipe, même si on a 1 euro, on a 10 euros, nous, on met à disposition ce qu'on a, nous, comme possibilité, parce que on a de la chance d'être ici en France, on peut travailler, on peut développer pas mal de choses, des entreprises, on peut travailler, mais ça ne veut pas dire pour autant, si on doit participer avec 1 euro, 2 euros pour sauver un collègue, pour sauver un patriote ou un enfant en Haïti, qu'il ne faut pas le faire. Donc notre engagement dans tout ça, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien de politique perso. Moi, je cherche rien. Effectivement, on peut me qualifier de tous les noms qu'on peut. C'est pas un souci. Mais l'idée, c'est que je serai toujours là pour vous forcer à faire les choses. Il faut les faire parce qu'on est une communauté, et une communauté, on ne doit pas rester ici en France à se regarder l'un l'autre, ou bien à se concentrer plutôt sur des choses qui n'ont rien à voir avec le développement. On est prêt pour caillasser l'autre, on est prêt pour démonter l'autre, mais quand il s'agit de construire ensemble, on trouve personne. Donc, on doit construire cette communauté, on doit construire les hommes qui sont dans cette communauté, on doit construire les femmes qui sont dans cette communauté pour que demain, on puisse dire effectivement, il y a une communauté haïtienne de France qui se soutienne, il y a une communauté haïtienne en France qui aide les autres qui arrivent, il y a une communauté haïtienne de France qui est forte. Alors, si vous pouvez nous citer un peu vos sponsors et voir en quoi ils peuvent, si vous cherchez aussi d'autres sponsors pour aider l'équipe féminine à mieux évoluer. Notre rôle, ce n'est pas seulement pour l'équipe féminine. On est là pour le sport en général. Donc moi, au niveau sponsor, on n'a pas. C'est nous, au niveau du fan par exemple, c'est nous, au niveau de la communauté, qui mettons ensemble ce qu'on a en commun. Mais par contre, je lance un appel à tout un chacun, ceux qui veulent aider le sport en Haïti, eh bien, de prendre contact avec la Fédération haïtienne de football. Allez sur le site, tapez Fédération haïtienne de football. Vous trouvez leur site, prenez contact avec eux si vous pouvez les soutenir, parce que là-bas, ils sont en train de faire un travail vraiment merveilleux avec leurs ongles. Nous autres, on ne peut pas demander à une personne ou bien à un sponsor de nous soutenir en tant que fan club. Le fan club, c'est à lui de se démerder pour trouver les moyens pour aller dans les matchs. La fédération, c'est à la fédération de nous soutenir. Par exemple, si l'équipe se déplace pour aller dans un endroit ou quelconque, eh bien, la fédération peut nous aider au niveau des tickets, au niveau des transports. Nous, c'est ça le rôle du fan club. On n'est pas là pour récupérer de l'argent pour l'équipe féminine ou bien pour quelconque équipe. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de les accompagner, de les supporter. Si vous voulez donner un don, faire un don à l'équipe féminine, eh bien, contactez directement la Fédération haïtienne de football. Ils ont leur site sur internet, fédérationhaïtienne.com, FHF, c'est ça, .com, www.fhf.com. Allez-y, prenez contact avec eux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous autres, ce qui est important pour nous, c'est une contribution de toute la communauté, c'est-à-dire que on veut des bus, on veut des drapeaux, on veut des hommes et des femmes, des enfants surtout, ceux qui sont nés ici en France, des athlètes d'origine, mais qu'on aille là-bas, supporter les filles, mais pour le faire, c'est ensemble qu'on doit miser nos dus. On doit mettre en commun ce qu'on a pour louer les bus, pour louer des maisons sur place, pour organiser des activités, pour qu'on puisse montrer effectivement Haïti a une âme, Haïti a des talents, Haïti a des joueuses excellentes. Haïti a des joueuses qui peuvent aller au haut niveau. On n'a pas que des Nérilia, mais c'est toute l'équipe qui mérite d'être sélectionnée dans un club en France pour que ces enfants puissent continuer leur aventure. Combien de personnes encadrent justement cette équipe féminine haïtienne? Donc si on parle pour la France, par exemple, cette équipe qui se retrouve en Bretagne, elle a 7 personnes autour d'elle, l'équipe. Donc il y a l'entraîneur principal, c'est monsieur Makola. Et après il y a des encadreurs, des entraîneurs adjoints, des masseurs, des team coach, c'est-à-dire des soutiens qui sont là avec ces personnes en permanence. Nous autres, au niveau du fan club, on est juste un fan club. On a des contacts privilégiés avec la fédération. On a des contacts privilégiés avec l'équipe ici en France. Mais en termes de responsabilité, on n'a pas de responsabilité envers cette équipe puisque on n'est pas mandaté pour ça.
On a juste une mission, c'est une mission civique, c'est une mission civile, c'est tout simplement soutenir l'équipe, aller là où elle va, être la 12e femme, je dis bien, être la 12e femme pour permettre que si l'équipe elle est en difficulté sur le terrain, qu'elle se retrouve pas seule, mais qu'elle peut compter sur la voix, sur les voix de cette 12e femme. À ce moment-là, elle peut trouver l'adrénaline et d'autres catalyseurs pour la porter vers l'avant, soit pour gagner un match, soit pour aller plus loin dans cette compétition. Je vous remercie, monsieur Edwin, c'est ça, Daïti. Merci beaucoup pour cette interview et j'espère que vos projets vont aboutir et que l'équipe féminine va l'emporter. Merci beaucoup de soutenir une équipe féminine surtout, c'est important. Merci beaucoup de cette interview. Nous, on tient absolument à ce que l'équipe aille plus loin. Même si l'équipe se fasse éliminer au premier tour, on serait toujours content parce que déjà elle a participé. On l'a pas vu depuis 45 ans, mais aujourd'hui elle est là, elle participe. Déjà c'est une victoire. On va pas prendre ça comme une défaite. Au contraire, on pourrait dire c'est l'aventure commence. Peut-être à l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. L'idée, c'est que maintenant, on connaît l'astuce pour se qualifier. Et je pense que cette astuce-là va donner du répondant aux garçons pour se qualifier pour le mondial 2022 au Qatar. Ben, j'espère bien en tout cas. Merci bien. Toujours sur Clan Day TV avec monsieur Edwin Daïti. Je souhaiterais simplement vous poser une question par rapport à vos engagements politiques. Est-ce que vous pensez réellement de la démission du Premier ministre qui a démissionné récemment? Donc, effectivement, on a vu, contre toute attente, parce que on voulait voir un affrontement entre le Premier ministre et son gouvernement et la Chambre des députés. Donc, c'était une convocation. On s'y attendait à ce que ça soit sanctionné par un vote, soit pour on continue avec ce gouvernement, soit non, on refuse ce gouvernement. Donc, on le censure. Contre toute attente encore, contre toute attente de tout un chacun, parce que les gens qui étaient là, ils attendaient le Premier ministre qui était parti juste peut-être lors d'une pause. Et, coup de tonnerre, le Premier ministre dit, bon, moi, je viens de remettre ma lettre de démission au président de la République. Donc, messieurs, bye bye. Donc, après, je résume un peu l'idée. Qu'est-ce que je pense? Effectivement, moi je dis, il y a du crétinisme dans ce gouvernement. J'ai écrit un article par rapport à cet événement. L'article, c'est que, je dis, le gouvernement, là, le président de la République, Jovenel Moïse, et son administration Moïse Lafontaine, attrapé par une fièvre du Brésil. C'est ce que j'ai écrit comme article, mais peut-être les gens n'arrivent pas à comprendre. Sous prétexte qu'il y a eu l'augmentation des produits pétroliers, et on a dit le peuple s'est soulevé. Moi, j'ai pas vu le peuple se soulever. Donc le peuple, il ne s'est pas déplacé ce jour-là. Par contre, il y a une ferveur populaire. Parce que comme je disais tantôt, en Haïti, on a 2 camps. On a blanc, on a noir. On a mulâtre, on a nègre. On a Brésil, on a Argentine. Donc, on mélange tout. Au niveau du foot, les Argentins, c'est des mulâtres. Les Brésiliens, c'est le peuple. Donc, ça dit, on caricature toujours Haïti en politique. Tout ce qu'on fait, c'est de la politique. Voilà que l'Argentine a été éliminée. Et il reste le Brésil. Et ce jour-là, les gens étaient surchauffés. Vu que ceux qui sont argentins, ils attendent à l'élimination du Brésil, donc ils soutiennent la Belgique. Et ceux qui sont brésiliens, ils sont là à attendre la qualification de leur équipe pour les demi-finales, pour embêter les Argentins. Voilà, on se retrouve avec
un feu. Maintenant, le gouvernement, dans son crétinisme, je dis, arrive ce jour même avec une note comme quoi les produits pétroliers, eh bien, à partir d'aujourd'hui, voilà. Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Donc, c'est cette huile-là que le gouvernement a mis sur le feu populaire, qui étaient tous derrière le Brésil, regardant le match, et voilà que le Brésil s'est fait éliminer. Moi, je vous garantis, s'il n'y avait pas d'élimination du Brésil, il n'y aurait pas de casse, d'émeute, comme on dit. S'il n'y avait pas cette élimination du Brésil, il n'y aurait pas d'émeute en Haïti. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je ne qualifie pas de cet événement comme quoi une sorte de soulèvement populaire, le peuple a parlé, ceci, cela, ou des gens des opposants essayent de récupérer cet événement. C'est comme si c'est eux qui ont donné rendez-vous à la population pour tout casser, pour essayer de combattre ce gouvernement. C'est pas du tout ça. Donc, moi, ce que j'ai compris, je dis, étant donné que le ministre a attendu ce jour-là même, après l'élimination du Brésil, c'est presque en même temps qu'il a lâché sa bombe, eh bien, effectivement, il devait en tirer conséquence. Depuis le jour, il a attendu plus de 48 heures, 72 heures pour remettre sa démission le 10, parce que ça s'est passé entre 6 et 8, et le 10, il a démissionné. Donc, 4 jours après. Moi, je dis très bien, j'en prends note. De toute façon, il n'y avait pas d'autre moyen. Il a fallu un fusible, et le fusible, c'était le gouvernement, il faut le sauter pour sauver le président. Sinon, ça aurait été le chaos, effectivement, parce qu'il y a tant d'autres personnes qui attendent un retournement complet de la situation, à savoir un chamboulement. On révoque le président, on l'arrête, on prend le premier ministre, on l'arrête, donc on entre dans ce qu'on appelle une révolution. Je ne sais pas quel type de nom qu'on peut qualifier ça, mais on rentre dans une révolution où on va prendre tout le monde, on recommence à zéro. Donc tel n'est pas le cas quand on connaît bien les intérêts des États-Unis, les intérêts de la France, les intérêts du Canada et maintenant la Chine qui est derrière. Et moi, je pointe du doigt que ce qui vient de se passer en Haïti, il y a du chinois là-dedans. Ben, ils refusent de comprendre. Moi, j'ai vu qu'il y a du chinois parce que dans un premier temps, le gouvernement a refusé l'offre de la Chine pour développer Port-au-Prince. Donc, aujourd'hui, le pays se retrouve sans gouvernement parce qu'on a un gouvernement qui liquide les affaires courantes. Maintenant, quelle personnalité aura cette... je dirais même pas cette chance. C'est même pas une chance parce que c'est comme si vous avez un cadavre qui est pourri et c'est vous qu'on va donner pour mission soit d'enlever ce cadavre ou bien de le sauver. Donc je me demande si cette personne qui aura cette malchance de représenter ce pays comme premier ministre avec tout ce qu'on sait, on a tout cassé, des magasins déjà il y en a peu, voire on a détruit pas mal. Moi je me demande comment on va s'en sortir dans cette crise. Quoique des gens disent oui, on va faire ceci, on va faire cela, c'est faux. Même si on se mobilise, on sait bien l'intérêt de ce système, il est tellement profond, on n'est pas suffisamment armé pour démonter ce système parce qu'on est divisé. Alors que ça aurait été plus simple de surmonter tout ça s'il y avait de l'unité, s'il y avait un chef de l'opposition. Jusqu'à présent, il n'y a pas de chef de l'opposition en Haïti. C'est chacun qui se bat pour sa petite personne. C'est le meilleur, c'est le Messie, c'est le Cristiano. C'est comme ça qu'on voit les choses. Alors que Haïti, dans tout ça, Haïti est par terre. Moi, je suis pour le champ. Si on veut tout casser, moi, j'ai pas de souci. On peut tout casser. Mais il faut un objectif, il faut un idéal. Il n'y a pas d'idéal dans tout ce que vous voyez. Même si vous sentez quelque peu, les autres disent oui, on a signé une charte où l'opposition démocratique. Il n'y a pas d'opposition démocratique. Il y a juste des personnes qui sauvent des situations. Et puis, quand on arrive maintenant sur les affaires sérieuses, eh bien, chacun se démarque. Eh bien, voilà, depuis 212 ans, depuis 86, c'est ce qu'on fait. On a chassé les Duvalier pour créer une Haïti où le pouvoir maintenant, il est dans la rue. C'est pas bon pour une démocratie, c'est pas bon pour sortir d'une dictature. Voilà le pays où nous vivons, voilà le pays qui a fait l'histoire, le pays qui a combattu le système esclavagiste. Eh bien, chez nous,
je ne sais pas ce qu'on fait. On fait pire qu'avant. Parce qu'il n'y a pas le vivre ensemble. Moi, je suis pour un retournement de la situation, à savoir que le président ait suffisamment de sagesse politique qu'il arrive à mettre tout le monde sur une même table et de dire, messieurs, écoutez, Haïti, c'est à nous. Vous pouvez me chasser du pouvoir. C'est pas un souci. De toute façon, je suis là pour 2 ans, je suis là pour 5 ans. C'est pas mon bien personnel. Haïti, c'est notre bien. Donc, pour le bien-être d'Haïti, il faut qu'on s'assoie, sur la table, qu'on met sur le tapis, sur la table, nos frustrations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a pas mal de frustrations. Parce que quand on sait un pays, il y a un scandale où, pour un sénateur, pour un député, on dépense pas mal d'argent, tandis que on n'arrive pas à payer les professeurs. On n'arrive pas à payer les médecins. Un médecin chez nous, ça gagne 20 000 gouttes. 20 000 gouttes, c'est l'équivalent de, je vous dis, à peu près 150 euros. Un médecin qui a passé 12 ans d'études, il gagne 150 euros. Donc ça, c'est des frustrations. C'est pas comme ça qu'on va construire un pays. C'est pas comme ça un pays va se développer. Donc c'est pourquoi moi, je fais un appel à la sagesse politique de tout un chacun. Il n'y a pas que le président. Haïti, il n'y a pas que le président. Il y a tout le monde. Ceux qui se disent dans l'opposition et ceux qui se disent dans le pouvoir. Il faut voir déjà l'intérêt d'Haïti. Haïti, c'est un petit pays. Aujourd'hui, on est moche. On est moche. La France a brisé les Champs-Élysées parce qu'elle a gagné la Coupe du Monde. Mais nous autres, on a cassé Haïti, on a détruit Haïti parce qu'on a gagné quoi? Rien du tout. Alors qu'on a peu de magasins, on a peu d'infrastructures, alors qu'on continue à les casser. Et le président qui arrive, le prochain gouvernement qui arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il aura comme mission? Juste pour les reconstruire? Tandis qu'il n'arrivera pas, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, il faut comprendre que Haïti, c'est à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre. S'il y a des soucis, s'il y a des frustrations, il faut s'asseoir pour les résoudre. Et s'il faut en découdre, il y a d'autres manières d'en découdre parce qu'il y a les institutions. S'il y a des gens qui sont fautifs, il faut mettre en branle les institutions qui sont là. Essayons de chasser la corruption parce que ce qui tue, qui détruit ce pays, c'est la corruption. Et aujourd'hui, quelles sont vos attentes politiques exactement, à part reconstruire, etc. Qui c'est que vous voudrez bien reprendre la place du Premier ministre actuel? Moi, je dis il n'y a pas un problème de place. Il n'y a pas un problème de... Même moi qui vous parle là, vous me prenez aujourd'hui, vous me mettez au pouvoir en Haïti, je ferai pire que les autres. Je le dis et je l'admets. Je ferai pire. Parce qu'on n'a pas un problème d'homme en Haïti. Tous les hommes sont bons. Tous les hommes sont honnêtes, soi-disant. Tous les hommes, quand vous les entendez, vous dites, mais ça, c'est un bon Haïtien. Quand vous entendez à la radio, ils ont tous un projet pour sortir Haïti. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils font pire. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème d'homme ou il y a un problème de système? Moi, je dis, on a un problème de système. Ce système, il est là, c'est un système de mangeurs, d'hommes. Donc, si on veut s'en sortir, il faut décapiter ce système. Et c'est ça, mon attente. Mon attente, c'est qu'il faut décapiter ce système. C'est comme un serpent, eh bien, il faut couper sa tête. Et si on ne coupe pas sa tête, on ne va pas le détruire. Donc, si on ne détruit pas ce système, on n'arrivera pas, même 450 ans après. Et selon vous, ça serait quoi la stratégie pour pouvoir réparer les dégâts? Eh bien, comme je dis, c'est le dialogue national. Il faut un dialogue national. Moi, j'étais aux élections pour 2015. Les élections qui ont amené au pouvoir M. Jovenel Moïse, le président. Quand j'ai vu que c'était pas une élection, c'était une sélection. Je me suis retiré. On va pas dans une élection alors qu'on s'est perdu à l'avance. Parce que le système a déjà choisi son poulain. Parce que le système met tout en branle pour garder le pouvoir. Donc ça sert à rien. Moi, je suis un pantin. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Moi, j'avais dit, écoutez, messieurs, laissons de côté cette histoire d'élection. Faisons ce qu'on appelle le dialogue national, comme l'avait dit le feu, regretter mémoire, Tuneb Delpé. Il faut un chita, attendez, les gens comprendront ce que je dis. Il faut s'asseoir sur une table de commun accord, qu'on développe les frustrations, qu'on balance les frustrations, qu'on se dit les choses face à face, et après,
on prend des résolutions. On dit voilà, on a besoin d'une Haïti comme ça, telle institution comme ça. Maintenant, telle ou telle personne, ou bien on arrive à moi j'avais prêché pour amnistier tout le monde. Donc vous avez péché, bon ok, pas de souci, on va recommencer à zéro. Le premier qui pêche, il paiera. Donc je pense que ça c'était une solution que j'avais proposée. Le premier qui pêche, il paiera. À ce moment-là, on le prend comme modèle. S'il faut condamner, s'il faut, je sais pas, si c'est sur la place publique, si on applique la loi du talion. Donc, je sais pas ce qu'on doit faire. Mais l'idée, c'est de prendre un comme exemple qui servira d'exemple pour les autres. Parce que il est le premier à pécher dans cette clause qu'on avait pris au départ, dans ce dialogue national. Donc, sans dialogue national, il n'y aura pas de sortie de crise pour Haïti. Peu importe le gouvernement qu'on met à la primature, qu'on met en place, il n'y aura pas de sortie il y aura pas de sortie parce que les frustrations sont vraiment profondes. Hein, c'est une plaie béante. C'est pas comme ça qu'on va la traiter. C'est pas avec de l'aspirine. Non. Il faut mettre le corps, étaler le corps sur la table, essayons avec des microscopes, de vrais médecins pour essayer de déchiqueter, pour essayer d'enlever les vers, parce qu'il faut qu'on voit les malades, il faut mettre sur table les malaises. On refuse de mettre sur table les malaises. Pourquoi moi je suis pas d'accord? Pourquoi moi je suis de ce côté? Alors qu'on parle d'une même Haïti. Si on n'arrive pas à faire ça au départ, c'est la solution sine qua non pour sortir de cette crise. On peut changer de président, on peut changer de premier ministre. D'ailleurs, on en a changé le dictateur en 86. Jusqu'à présent, on est plus bas. Donc, ceci dit, la solution, c'est pas ça. Il faut rebattre les cartes, il faut dénoncer les choses, il faut se regarder et ensuite, mea culpa de tout le monde. On fait nos mea culpa, à partir de là, on dit mea culpa, mea maxima, et on recommence à zéro. Je pense que c'est cette chance qu'on a pour ne pas être la risée du monde. Sinon, regardez, on est dans une Caraïbe, on est le seul pays. Tous les jours, on entend qu'il y a un problème. Dernièrement, il y a eu Costa Rica, qui a eu, Honduras, il y a eu un souci, mais c'est en voie d'être solutionné. Mais nous autres, tous les jours, alors qu'on se dit être le premier pays, le deuxième de l'Amérique à être indépendant, et le pays qui a chassé qui a chassé tous les maux du monde, alors qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à vivre ensemble, en tant qu'Haïtiens. On accepte les autres, mais on refuse nos frères. Où est-ce qu'on va? Alors qu'on devrait être comme les Juifs. Regardez comment les Juifs, ils vivent ensemble. Regardez comment les Chinois, ils vivent ensemble, même s'il y a des problèmes. Mais, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Essayons de laver nos linges ensemble. Moi, je fais des efforts pour essayer d'aller dans cette direction. Mais malheureusement, avec nos compatriotes, le plus souvent, ils sont tellement ici et là, on ne sait pas à quel clan ils appartiennent. Donc, l'unité, c'est très difficile. Mais pour retrouver cette unité encore, bon Dieu, il faut un chita attendez. Il faut s'asseoir et puis qu'on déballe les frustrations. Il faut déballer les frustrations. Et à partir de là, on saura que vraiment, mais il n'y avait rien vraiment entre moi et vous. Il n'y avait rien, il y avait juste ça. Bon, ok, on passe. Ok, sans rancune. Ok, le pays. Et puis voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Merci bien. Pourquoi la communauté haïtienne ne parvienne pas à travailler ensemble? Pourquoi les Haïtiens ne peuvent pas travailler ensemble? Les Haïtiens. Pas ne parviennent pas? C'est un français un peu plus châtié? Non, pourquoi les Haïtiens ne parviennent pas, oui, ne parviennent pas à travailler ensemble. Voilà, ne parviennent pas À travailler ensemble? Enfin, tu dis pas la communauté, hein, c'est Haïtien dans le monde entier, c'est partout. Hein. D'accord. Pourquoi les Haïtiens ne parviennent pas à travailler ensemble alors que la devise nationale c'est ça. Nationale, elle est quoi? L'unité fait la force? Ou l'union fait la force. L'union fait la force. Fait la force. Ok, c'est bon. Ok.
Pourquoi les Haïtiens ne parviennent pas à travailler ensemble alors que la devise nationale, c'est l'union fait la force? Effectivement, ça c'est encore une très belle question. Pourquoi les Haïtiens ne parviennent pas à travailler ensemble? Moi, je cherche, je vois pas la raison. Mais si on va plus loin dans l'histoire, on verra peut-être qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de non-confiance. Parce que après 3 siècles de domination, il faut savoir que quand vous êtes esclave, on essaie on fait rentrer dans votre tête que votre seul maître et seigneur, c'est le blanc. Vous n'avez pas d'autre choix. On vous fait comprendre que votre semblable, c'est votre ennemi. Donc, à chaque fois que vous essayez de monter quelque chose avec lui, peut-être tous ces souvenirs, même si 5 siècles plus tard, mais ça reste dans nos gènes, on va toujours ressortir ces émotions-là. Moi, c'est à peu près comme ça, au point de vue psychologique, que que je suis en train de me poser cette question, ou bien de trouver des réponses à cette question. L'Haïtien, il arrive en France, il arrive n'importe où, peu importe le pays où il arrive, dans n'importe quelle société, il intègre n'importe quelle société, il y a du résultat. Il travaille avec les autres nationalités sans problème. Au contraire, on va vous dire que c'est le modèle de cette entreprise. Cet Haïtien-là, parce qu'il est à l'écoute, il travaille ensemble, il est toujours là, il est à l'heure, etc. Mais quand c'est entre Haïtiens, c'est le bordel, on n'arrive pas à s'entendre, on se supporte pas, on fait tout ce qu'on veut pour essayer d'éliminer l'autre, parce qu'on veut exister que par nous-mêmes, sans l'autre. Et comme vous dites, notre devise, l'union fait la force. Moi, je me demande, est-ce que vraiment on a expérimenté cette devise? Il nous manque beaucoup d'expérimentation. Parce que pour l'expérimenter déjà, je comprends, il faut un exemple. L'exemple, pour moi, c'est sur le terrain. Il faut qu'on arrive à trouver un gouvernement qui soit à la hauteur, qui montre effectivement que notre idéal, c'est l'union fait la force. Automatiquement, qu'on montre qu'il y a possibilité pour l'Haïtien de s'asseoir ensemble, qu'il y a possibilité pour l'Haïtien de travailler ensemble, parce que c'est pas sans raison que vous voyez, même ici en France par exemple, vous allez à Saint-Denis, vous trouvez pas mal de boutiques, et des petites boutiques. Tandis que si on prend 3 ou 4 personnalités, 3 ou 4 patrons de ces boutiques-là, eh ben, ils pouvaient s'associer, ensuite monter une grande société. Mais non, on préfère chacun sa chapelle, on préfère chacun sa boutique, parce que c'est comme ça qu'on se sent plus à l'aise. L'Haïtien, il est plutôt individualiste que collectif, mais ça, pour moi, c'est pour la première fois que je vais parler d'éducation. C'est parce que dans notre éducation, on nous a pas montré comment travailler ensemble. Bah si, justement, vu que l'union vous a sauvé un peu de l'esclavage, et à maintes reprises, d'après mes petites recherches, et du coup, c'est peut-être un problème de génération ou d'éducation, parce que c'est vrai que maintenant il n'y a pas de grands meneurs qui peuvent faire en sorte peut-être de vous unir, de faire en sorte que vous soyez un peu plus unis. Je veux dire qu'on était dans l'émotion. À l'époque, cette unité, c'était une émotion. C'est pas quelque chose qui a été construite, je dirais. C'est une émotion. C'est ma façon de comprendre la chose. C'est une émotion. On nous parle de la cérémonie de bois caïman. C'est-à-dire que vous passez à côté, on vous dit il y a une cérémonie, vous ne savez même pas ce qu'il y a, vous êtes arrivé, et d'un coup, vous êtes pris dans la situation. Vous vous transcendez. Donc, s'il y avait peut-être un quelconque esprit, je ne sais pas, vous vous retrouvez dans la mêlée. Du coup, l'ambiance autour, eh bien, vous fait croire que on est unis pour faire un truc. C'est pareil comme, on va prendre cet exemple, je pense que c'est à peu près ça. On a vu à Mamadou, le jeune qui a sauvé l'enfant. Maintenant, on lui demande de remonter là-haut. Il ne peut pas. Vous voyez ce que je vous dis? C'est pas la même
c'est pas la même qui vous a emmené à faire quelque chose. Et ben justement, Moi, je pense que c'était ça peut-être notre unité. Aujourd'hui, on peut avoir la même émotion pour sortir le pays. Non, mais parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Parce qu'à l'époque, il y avait un seul intérêt, sortir de l'esclavage. Parce qu'on avait tous des fouets sur nos dos. Donc il y avait un sentiment, on n'en peut plus. Il faut qu'on sorte de là. Il y avait le faire. Aujourd'hui, c'est pas ça. Chacun son blanc. Quand on regarde le pays, chacun son blanc. Que vous voyez l'opposition, que vous voyez le pouvoir, chacun son blanc. Donc chacun ses intérêts. Alors qu'à l'époque, on n'avait qu'un seul intérêt. Même si dans le pays, il y avait ce qu'on appelle les esclaves domestiques, c'est-à-dire ceux qui connaissaient pas trop le fouet, mais qui étaient quand même des serviteurs. Il y a les esclaves des champs qui connaissaient le fouet à outrance. Donc, comprenez bien, entre l'esclave domestique et l'esclave des champs, il y avait un seul intérêt, sortir du joug du maître. Donc, c'était ça l'idée. Mais aujourd'hui, quand on regarde le pays et les gens, il y a des personnes que vous allez parler d'un changement d'Haïti. Elle va vous rire. Pourquoi? Parce que la façon dont Haïti se retrouve aujourd'hui, c'est la meilleure des façons pour elle de s'enrichir. Donc, comprenez bien. Vous voyez ce que je vous dis? Malgré le pays se retrouve sous la grâce, mais il y a des gens, c'est la seule façon que le pays devrait être pour elle, pour qu'elle s'enrichisse. Donc, comment trouver l'unité? Comment trouver l'unité? Et pourtant, Haïti est encore dans la continuité de sortir un peu de l'esclavage en vue de la dette qu'elle a dû payer pour s'en sortir en fait de l'esclavage, enfin, du moment où, parce qu'en fait vous avez dû payer quelque chose pour sortir de l'esclavage. Donc vous êtes toujours un peu, on va dire, en train de payer quelque part cette dette-là. Parce que ça a eu des répercussions quand même sur le peuple, sur la communauté, sur le pays en général. Oui, moi je pense que ça devrait être un leitmotiv Voilà. pour le peuple, pour l'unité. Continuer à travailler ensemble. À travers ça, mais là, comme je vous dis, il faut regarder l'élite, parce qu'il faut un fil conducteur. Là, avant, on nous parlait de Dessalines, qui était vraiment un meneur. On nous parlait de Toussaint, qui était un meneur. On nous parlait de Boukman. On nous parlait de Macandal. Des gens qui ont fait quelque chose. Et malgré tout, regardez ces gens-là. Ils ont été tués comment? Ils ont été trahis par qui? Toujours encore par des Haïtiens. Donc, comprenez bien. Donc, maintenant, comment monter une équipe avec quelqu'un et puis je sais, demain, je vais être la victime de cette personne? C'est cette notion de confiance. Donc, cette notion de méfiance nous empêche de nous unir. Quoique, depuis belle lurette, la devise reste telle, l'union fait la force. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, il faut qu'on arrive. La solution, c'est de s'asseoir, qu'on vide les frustrations. Les frustrations, c'est de sortir de cet ancrage de petites Dessalines. Alors, les petits-fils de Dessalines et les petits-fils de Pétion, parce qu'on nous dit que c'est Pétion qui a fomenté la mort de Dessalines, comme quoi ses fils, etc., s'entretuent pour au moins venger le corps de leur père. Donc, petite Pétion, petite Dessalines, on va pas s'entendre, tandis que entre petite Pétion et petite Dessalines, ils sont tous les fils d'une seule terre qui s'appelle Haïti. Maintenant, est-ce qu'on peut faire, c'est pareil comme la France, moi, je sors de cette histoire-là. Aujourd'hui, beaucoup de mes compatriotes parlent de 1804 encore. Moi, je sors de 1804. Moi, j'ai pas de haine pour les Français. Parce que ça, c'est l'histoire. C'était l'histoire à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il faut regarder l'histoire plutôt vers l'avant. Aujourd'hui, les Français épousent les Haïtiens. Ils ont des enfants qui vivent dans les demeures, et coutumes. Alors, on va demander à ses fils, il faut haïr la France, il faut haïr Haïti. Au contraire. Informer la génération future. Pour que, un peu plus unie. Pour que ces genres de choses ne se reproduisent pas. Pour moi, c'est le discours qu'on devrait y avoir. Et puis d'évoluer dans la partie politique, et puis de faire en sorte, en fait, d'évoluer tout simplement. Oui, c'est ça. Il faut pas rester sur l'histoire. Il faut pas rester, parce que c'est l'histoire. Parce qu'on ne peut pas demander à cette génération de payer la dette de l'ancienne génération.
parce que c'est pas de leur responsabilité. Parce que comme je vous dis, ici, on a des enfants qui sont nés d'un père ou d'une mère française ou haïtienne. Donc, en ce moment-là, en quoi ils sont responsables de l'histoire? L'histoire reste l'histoire. Maintenant, essayez de vivre ensemble pour que ça se reproduise pas. Moi, je suis dans cette optique-là. Je ne suis pas dans la haine de la France. Je vis en harmonie avec la France. C'est pour ça, moi, je demande une autre collaboration, une autre forme de rapport bilatéraux entre France et Haïti. Arrêtons de parler de dette. Arrêtons de parler de la haine des Français. Arrêtons de parler de Dessalines, ceci, français. Non, on n'est plus là. Il faut le retrouver parce que là, on a beaucoup plus de choses à gagner avec la France que de rester dans cette haine. La France est un grand pays, malgré ses difficultés, mais la France arrive quand bien même à évoluer. Et aujourd'hui, elle est championne du monde. Donc, championne du monde avec quoi? Regardez qu'est-ce qu'on dit. On dit ces enfants-là, ce sont des Africains. On dit pas mal de choses. Mais en quoi ça va nous servir, nous autres, de répéter ces genres de bêtises? Quand c'est l'extrême qui dit ça, on monte en créneau. Oui, voilà, ceci, ça. Maintenant, c'est nous qui disons ça au lieu des extrêmes. Vous entendez des voix des Africains, vous entendez des voix des Haïtiens qui disent oui, c'est l'équipe africaine de France. Mais non, c'est la France dans sa diversité. C'est des enfants de plusieurs générations, après 3-4 générations, ils sont français. Peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur façon de penser. Et regardez, ils vivent bien avec les deux mentalités, les deux coutumes. De temps en temps, vous entendez soit un Brel ou un Michel Sardou, un artiste français, et de notre côté, ils chantent leur culture d'origine. Donc, c'est pas beau ça. Donc, c'est magnifique, c'est ça la richesse d'un pays. Mais maintenant, c'est pareil pour Haïti. On reste toujours dans l'histoire. On reste toujours figé sur, on a fait 1804, on est un pays indépendant, on a fait depuis 215 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On est la risée du monde. Et puis on s'exclame être le pays qui a fait l'histoire. Oui, on l'a fait. Mais alors? Et alors? Parce que vous êtes quand même un peuple fort. Et vous, tout ce qui vous manque, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Moi, je dis bien. J'ai pas de souci. Aujourd'hui, en France, par exemple, j'ai pas mal de personnes qui aiment Edwin, mais qui n'aiment pas Edwin. Ils connaissent même pas Edwin, ils n'aiment pas Edwin. Mais c'est pas un souci pour moi. Mais ce qui serait mon souci, c'est quand Edwin essaie de prendre une initiative pour le pays, pour la communauté, et maintenant qu'on se donne les moyens pour casser tout ça. Donc, quand on casse tout ça, on fait le bonheur de qui? Eh ben, on va dire que c'est une communauté de rien du tout. Ils n'arrivent même pas à organiser un truc, regarde comment ils se chamaillent entre eux, etc. Alors, vous pouvez ne pas venir, mais ça ne veut pas dire pourtant que ce qu'on devait faire, qui est important pour la communauté, on devait le mettre à côté. Mais c'est ce qui se passe pour Haïti. On veut pas monsieur X, on veut pas monsieur Y, eh bien, on va casser Haïti avec cette personne. Alors, c'est Haïti, c'est à qui? C'est à nous. Donc, c'est cet égoïsme, on ne peut plus. Hein? C'est un égoïsme exagéré. Ça, là, on sort maintenant de l'humain. On devient des bêtes sauvages. C'est ça, et c'est fort. On sort de l'humain, on n'est plus humain. Si vous l'êtes, mais il y a un mais, c'est que chacun vit sa vie finalement. C'est le quotidien qui reprend le dessus, etc. Et c'est vrai que chaque personne a ses soucis, son quotidien à gérer. Maintenant, s'il y avait des événements, si vous créez des petits événements où vous mettez vous mettez plus en avant un peu le côté artistique, comme là vous faites avec les footballeurs, le fan club, etc. Et qu'il y avait plus de participants, ça serait beaucoup mieux. Et ça pourrait aider aussi la communauté à s'unir à travers des petites choses culturelles qui peuvent quand même vous aider à retrouver la joie et d'être heureux pour votre communauté, de la réussite, et promouvoir un peu plus le côté sport, culture, tout ce qui peut rassembler un peu. Pour ça, en fait, ce qui manque réellement, c'est peut-être la participation des Haïtiens, tous, partout dans le monde, peu importe, ne serait-ce que à travers des petites choses anodines peut-être. Quels sont vos besoins réels en ce moment pour que vous puissiez justement avoir l'écoute et le soutien que vous souhaitez? Ça, c'est encore fort. Moi, je ne suis pas dans le spectacle. Je suis dans le devoir. Quand j'ai quelque chose à faire, et M. Venn peut le certifier, je le fais, peu importe le prix. Donc, ce n'est pas le prix qui m'importe. L'idée, je dis en tant que citoyen,
il y a une chose qu'on devait faire, moi je l'ai faite, peu importe le prix à payer. Donc, automatiquement, qu'on a étudié la question, on a vu que c'est la meilleure des choses pour la communauté, ça va nous coûter 10, 15, 20 000, on l'a fait. Quand je dis on, parce que j'ai d'autres partenaires autour de nous. Maintenant, quand on voit cette communauté, par exemple, la communauté haïtienne de France, et peut-être d'autres communautés, il n'y a qu'une seule chose qui les rassemble. C'est encore de la culture. C'est que le compas. C'est bien. Mais le compas, c'est juste l'instant présent, on danse, on fait des choses, et puis après, derrière, il n'y a rien. C'est ça, mon souci. Nous, par exemple, peut-être c'est dans vos propos ou bien dans les différentes questions que vous aurez à me poser. On organise depuis 3 ans le sommet de la diaspora. Donc, ça, c'est important. Le sommet de la diaspora. Pourquoi le sommet de la diaspora? Parce qu'on souhaiterait tout ce qu'on disait avant dans cette interview, qu'on les mette en discussion. Donc, cette histoire de shit, attendez, s'asseoir sur une même table. C'est ce qu'on essayait de susciter avec le sommet de la diaspora. Faire en sorte que les politiques d'Haïti arrivent ici en France, les différents acteurs d'Haïti dans la diaspora arrivent ici en France, qu'on vide les frustrations à travers plusieurs thèmes. Par exemple, cette année, le thème phare, c'est la diaspora haïtienne, moteur du développement d'Haïti. C'est un très beau sujet. Alors qu'en Haïti, on sait qu'il y a une haine de la diaspora. On veut de la diaspora tout simplement pour envoyer de l'argent. Mais on n'a pas besoin de sa compétence, on n'a pas besoin de ses diagnostics, on a besoin tout simplement qu'elle reste à l'étranger, qu'elle travaille, qu'elle envoie des westerns ou qu'elle envoie des transferts tout court. Alors que c'est pas avec ça qu'on va développer un pays. Mais si on veut développer réellement Haïti, il y a pas mal d'Haïtiens dans la diaspora qui ont des compétences dans tel domaine. Il y a pas mal d'Haïtiens à l'étranger aussi qui sont des businessmen qui souhaitent aussi créer des entreprises en Haïti. Mais si en Haïti, il y a une famille, 2 familles, 7 familles qui s'autorisent le droit de tout s'accaparer, c'est comme s'ils étaient les seuls fils d'Haïti, il y a qu'eux qui doivent entreprendre dans ce pays et personne d'autre, c'est pas normal. Donc, nous, on dit, il faut une politique plus ou moins équitable, à savoir, il faut encourager la concurrence. C'est pas normal que c'est monsieur X ou madame Y qui se retrouve dans le pétrole, qui se retrouve dans le bâtiment, dans les automobiles, qui se retrouve dans toutes les grandes entreprises du pays. Alors que le peuple, lui, il est là, non seulement il travaille, mais il gagne rien du tout. On le paye rien du tout. Donc ça dit des fois on fait semblant de travailler, tandis que le résultat du travail ne peut pas permettre à cette personne de vivre quotidiennement. C'est impossible. Donc, on est dans le sous-emploi. Donc, à ce moment-là, quand on met devant le sommet de la diaspora, c'était pour essayer de demander à la diaspora, essayons de constituer cette force-là pour aller faire pression là-bas. Parce que si moi, j'y vais tout seul, monter mon entreprise, on va me tuer. Oui, on va me tuer. Parce que l'équipe sur place là-bas, la bourgeoisie sur place là-bas, qui commence de père en fils, de fils en petit-fils, et de petit-fils en petit-fils, de petit-fils en petit-petit-petit-fils, et ça fait 150 ans, ça dure. Donc, c'est pas possible d'arriver un seul jour et de les déraciner. Moi, je dis pas qu'on doit les déraciner. Moi, je dis tout simplement, il faut créer de la place. Il faut pas tout simplement dire que ce chapeau, ça coûte tant, c'est à prendre ou à laisser. Mais il faut aussi, d'autre part, d'autres personnes qui proposent autre chose. Il y a le chapeau 7, mais ces gens-là peuvent proposer d'autres chapeaux. Et peut-être moins cher. Et moi, si j'ai envie d'acheter un chapeau qui coûte ça, c'est moi. Si je veux acheter un chapeau qui coûte moins cher, c'est moi. Mais je suis pas obligé d'aller là parce qu'il y a que là. Donc, cette politique-là, c'est ce qui tue le pays. Donc, il faut un sommet de la diaspora. C'est ce qu'on a créé ici en France. À travers ce sommet, on fait venir les acteurs, ceux qui sont diplômés dans ces domaines-là, ceux qui travaillent dans des structures-là, on les met en face, on se dit ensemble, voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on propose pour Haïti, voilà ce qu'on propose pour le développement du pays. Si on constitue une force
Maintenant, au lieu de c'est moi, Edwin d'Haïti, qui vais tout seul, si c'est l'autre, si c'est Ven, si c'est tant d'autres encore, qui y vont tout seuls pour créer un truc, on va le tuer. Alors que si c'est 10, 15, 20 Haïtiens qui constituent un capital énorme, 50, 100 millions de dollars, eh ben on y va là-bas, on va faire face. On va faire face à cette bourgeoisie, je vais pas dire une bourgeoisie mécréante, mais quand même cette bourgeoisie dominante. Cette bourgeoisie dominante qui refuse la concurrence et qui veut que tout doit passer que par eux, que par elle, que par elle. Donc voilà la raison du sommet de la diaspora. Ça commence ici en France, ça fait 3 ans, c'est le 13 et le 14 octobre. On invite les personnes à venir, c'est au Palais de la Femme, dans le 11e arrondissement, 94 rue de Charonne. Donc de 10h à 23h, le 13 et le 14 octobre, on vous attend là-bas pour débattre. Et cette année, on aura toujours, comme d'habitude, Clin d'œil TV, qui était avec nous l'année dernière, en live. Et aussi, on aura la radio-télé Signal FM, qui fera la radio Signal FM et son émission Moment Vérité, avec les 2 vedettes qui sont ici à Paris pour présenter un grand show sur la diaspora ici en France. Donc, ce sont tous ces travaux-là qu'on essaye de faire. On n'est pas, comme je vous dis, dans le spectacle ou bien dans le voyeurisme. Non, on n'est pas là-dedans. On est des responsables, des acteurs qui, peu importe la mentalité de la communauté, peu importe la façon de penser, nous autres, on se dit, c'est pas notre souci. L'idée, puisqu'on est des citoyens, on prend notre responsabilité et c'est ce qui manque à Haïti. C'est ça qui manque à Haïti, des gens qui prennent leurs responsabilités. Peu importe les critiques, je m'en fous. Permettez-moi, je m'en fous. L'idée, en tant que citoyen, je dis, j'ai des droits, j'ai des devoirs. Eh bien, c'est à moi d'appliquer mes droits, d'appliquer mes devoirs, même si l'autre, il en a, il refuse de savoir s'il en a, il attend toujours la permission d'une autre personne ou bien d'un être suprême pour faire ses devoirs. Non, je dis, c'est à soi, c'est à nous. Il faut pas demander des droits en Haïti. C'est pas à Haïti de vous donner des droits. Vous êtes de la diaspora, vous êtes d'Haïti. La chance a fait que vous soyez en France. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, vous gagnez votre vie. Alors que si vous étiez là-bas, vous étiez en train de caillasser des véhicules, détruire des magasins. Eh bien, vous avez cette chance d'être ici, d'être une personne. Moi, je pense que vous n'avez aucun droit à demander à quiconque. Au contraire, c'est vous qui faites vivre Haïti. On devait vous respecter. Faites-vous respecter et c'est à ce moment-là qu'on aura un pays. Si je vous félicite, vous êtes un vrai modèle, je pense, pour tous les Haïtiens, les jeunes générations à venir. Je souhaiterais tout simplement savoir, malgré les hauts et les bas, qu'est-ce qui vous pousse à continuer encore dans votre combat? Des fois, je me pose la question. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Des fois, j'ai envie de fuir, de mettre tout de côté et repartir sur d'autres objectifs. Mais c'est comme si je suis ensorcelé par Haïti. J'essaie de raccrocher. Par exemple, la dernière expérience en 2015 où j'ai subi pas mal de choses, j'ai failli être exécuté, tué. J'étais emprisonné. Donc, je connais le fond. Mais 1 an et demi après, j'ai pris 1 an et demi au moins pour me poser pas mal de questions. Et j'ai vu, c'est comme si c'est une sorte de... c'est mon étoile. Je suis né pour ce combat. Je suis un soldat. Donc, un soldat, il n'a pas le choix, il doit mourir sur le champ de bataille. Donc, c'est mon égrégore, je dirais. Ça, c'est mon âme. J'arrive pas à trouver les mots pour définir tout ça. Par exemple, avec ma femme, on se pose tout le temps des questions. Edwin, il faut raccrocher. Même mes enfants, ils pleurent, papa. Non, des fois, pour voyager, c'est un problème. Je suis obligé de voyager avec tout le monde. Parce que quand je voyage tout seul, ils refusent. Parce que pour eux, automatiquement, je laisse la maison. C'est comme si l'impensable. Vous préparez quelque chose. L'impensable peut arriver. Non, parce qu'ils connaissent mon engagement. Je ne suis pas quelqu'un qui m'engage à moitié. Je m'engage à 100%. Donc ça dit, je repousse pas mes limites. Je fais à fond, peu importe le prix à payer. Parce que je suis quelqu'un qui croit dans un idéal. La vie, j'aime la vie. Mais des fois, je me pose la question, ça c'est à quoi de vivre quand vous voyez plus loin, il y a d'autres qui ne vivent pas. Donc il faut se battre pour eux.
C'est ça qui me pousse à continuer. Des fois, j'ai envie de raccrocher, et puis il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, Edwin, juste une anecdote. Je publie presque chaque jour sur Internet. J'ai un tweet, etc. Mais je ne savais pas s'il y a des gens qui vivent de ça. Des fois, je prends des reculs. Je dis, écoutez, bon, je vais prendre une semaine pour ne pas publier. Je vois des textes qui me disent, des gens qui disent, Edwin, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas tes mails, je vois pas tes tweets, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire que, oui, des fois, je me lève pas un matin sans lire tes tweets. Donc, des fois, je vois, il y a des gens, à travers ce que je dis, soit par les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont à l'écoute. Donc, il y a toute une communauté, même si cette communauté ne se montre pas, mais derrière, à chaque fois que je tweete quelque chose, il y a des gens qui veulent regarder ce que c'est, parce qu'ils savent bien que je ne suis pas dans le spectatif. Je suis dans l'action. Je suis un acteur. Donc, des fois, comme je vous dis, j'ai des enfants petits. Je me suis dit des fois, mais il faut que je prépare l'avenir de ces enfants d'abord, parce que s'il m'arrive quoi que ce soit comme ça a failli le cas en 2015, les enfants avaient à peu près 3 ans, 5 ans, 11 ans. Et puis, s'ils sont orphelins de père, c'est triste. Et quand on fait de la politique en Haïti, c'est pas comme en France. C'est dangereux. Donc, quand vous faites de la politique en Haïti, vous êtes condamné à mourir. Donc là, c'est au dépend de votre vie, en fait. C'est au dépend de ma vie. Dépend de votre vie. Effectivement. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens, même pour un rien, ils peuvent prendre votre vie pour essayer un jeu, alors que vous, derrière, vous essayez de défendre ces mêmes personnes. Peut-être c'est dans l'incompréhension, peut-être ils savent que ils vivent peut-être pour un pain, alors que vous leur dites tout simplement, écoutez, arrêtez de manger ce pain-là, ça vous fait, vous allez toujours avoir faim tous les jours, ça ferait pas de vous une personne. Essayons plutôt de savoir comment fabriquer un pain. Mais il y a des gens, ça dérange. Parce qu'ils préfèrent rester comme ça, ils trouvent un pain tous les jours, et puis ça, c'est le confort. Et voilà que cette personne que vous essayez de faire sortir de la médiocrité, de tout ce qu'on veut, mais vous êtes son ennemi. Parce que vous l'empêchez de manger un pain, parce qu'il croit vraiment dans son pain. Il ne veut pas faire des efforts pour produire son propre pain. Donc, tout ça, c'est des gens que vous êtes leur ennemi. Donc, on a zombifié un peuple. Des fois, c'est pour ça, vous voyez, le plus souvent, nos leaders sont tués par le peuple, parce qu'ils comprennent rien, parce qu'il y a toute une division. On leur montre pour s'autodétruire. Donc là, quand vous vous mettez dans cette sphère-là, pour essayer d'ancrer dans leur tête ou bien d'essayer de désensorceler ces personnes-là, eh bien, c'est vous qui êtes passé pour le diable. Juste une question un peu comme ça. Et si ça passait d'abord par l'éducation, pour les générations futures, vous pensez que si on passe comme ça par les enfants, les faire grandir dans un chemin, par l'éducation, vous pensez que la mentalité d'ici là, elle aura changé ou pas? Même avec l'éducation. C'est pas un problème d'éducation. Non, je comprends la question. C'est pas un problème d'éducation. C'est un problème de faim. Les gens ont faim. Comprenez-vous, quelqu'un qui a faim, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas en face une personne. Parce que le seul mal qu'on peut vous faire, c'est vous laisser affamer. Si on vous donne pas à manger, regardez bien vous voir. Si on vous condamne là, on dit, écoutez, on va pas vous donner à manger, vous n'êtes plus la même personne. Vos réactions ne sont plus les mêmes. Tandis que, quand vous voyez un peuple qui se lève le matin, qui se pose la question, comment on va faire pour manger, comment on va faire pour passer cette journée? C'est-à-dire, on vit au quotidien. Un peuple qui vit avec $2. Donc, comprenez bien, vous avez que des zombies. Des fois, les gens sont pas dans leur élément. Leur réaction, même si vous voyez, regardez bien, l'insécurité dont on parle en Haïti. La personne va retirer seulement 50 ou $100 dans une maison de transfert. Un groupe l'attrape dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent et on le tue. On tue la personne. Mais la personne qui tue, c'est pas parce que dans sa tête, elle a envie de tuer. Elle sait pas ce qu'elle fait. Pour elle, c'est la seule façon de se débarrasser. C'est un jeu. Vous voyez comme ça? Ça devient un jeu. Bang, bang, c'est un jeu. C'est comme si on jouait au Nintendo, mais au PS4. Mais si cette personne si ce peuple avait la capacité de manger à ses fins,
C'est comme nous ici en France. Pourquoi on pense autrement? C'est parce qu'on n'attend pas du gouvernement pour manger. On a notre travail. Et pourtant, il y a beaucoup d'associations. Qu'est-ce qu'elle leur apporte, toutes ces associations? C'est le crime. C'est le crime. Alors, parlons plutôt sur Haïti. L'effet des ONG. Oui. C'est le crime. C'est un crime. Moi, je demande un moratoire sur les ONG en Haïti. Parce que c'est ce qui tue le pays. C'est ce genre de structure. D'ailleurs, ils montent un business sur le dos du pays. Quand ils demandent 1 euro pour le pays, il y a 80 centimes qui vont dans leur administration. Et il y a 20 centimes pour le pays. Et dans les 20 centimes, le pays ne trouve pas 20 centimes. C'est peut-être 2 centimes qui va trouver les personnes. Donc pour moi, ce n'est pas un modèle économique. D'accord. Pourtant, il y en a beaucoup des associations. Les associations, malheureusement, les associations ici en France, par exemple, la communauté s'organise, mais ces associations, elles n'ont pas de financement. C'est des bonnes volontés, des bons samaritains qui se disent comme nous. Eh bien, on fait des choses, on prend 10 euros, 20 euros de ce qu'on a, nous, on fait quelque chose. Mais c'est pas suffisant. Avec ça, on ne peut pas développer une entreprise. Une association, normalement, c'est pour ça, moi, je ne crois pas dans les associations pour développer Haïti. Parce qu'une association, c'est une autre forme d'entreprise. Donc, ça, il faut créer quelque chose, mais il faut jouer sur la misère des gens. Parce que sinon, l'association n'aura pas excellé. Ça va durer 2 ans. Et puis, si on résout vraiment les solutions, eh bien, les associations vont mourir. Donc, il faut entretenir la misère des gens. Donc, moi, je dis, les associations entretiennent la misère des gens. Donc, il faut entretenir la misère des gens. Ça dure sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, et l'association est toujours là. Et on a toujours des budgets. Il faut voter des budgets pour aider l'association, parce qu'on voit l'association faire un gros travail, mais en dehors de tout ce travail, est-ce que on chasse vraiment la misère? On essaie de faire sortir une personne pour montrer, oui, lui, il est un modèle. Mais, sur 100, c'est 3% qui sortent de la misère. On garde toujours les 97% pour le business. Donc, moi, aujourd'hui, l'idée, c'est déjà, il faut créer de l'emploi, s'engager dans l'agriculture. Local qui a fait un travail formidable. Oui. Qui a créé de l'emploi, qui a... S'il y avait des entrepreneurs qui repartaient, aujourd'hui c'est ce que vous voulez de toute façon. Moi, que plusieurs personnes se regroupent. Moi je dis, c'est pas un entrepreneur qui va et fait un truc tout seul. Ça va pas marcher. Moi je dis, il faut des grands groupes. Aujourd'hui, si on veut travailler dans l'agriculture, il faut pas une agriculture de machette. Il faut une agriculture industrialisée. C'est-à-dire, vous avez 5, 10, 15, 20 entrepreneurs qui mettent beaucoup de millions ensemble. On a des machines, on prend des hectares de terrain, on fait des formations. Au lieu de que les gens aillent au Chili, parce que quand les gens vont au Chili, c'est la terre qu'elles vont travailler. Quand les gens vont à Miami, c'est les tomates qu'elles vont cueillir. Quand elles vont au Brésil, c'est toujours dans les légumes. Quand elles vont à Saint-Domingue, c'est dans les champs, dans la canne. Eh bien, créons ces champs-là chez nous. Créons ces champs chez nous. Absolument. Ces gens vont travailler, ils vont entretenir leur famille, ils vont payer les impôts, ils vont sortir de la violence parce qu'ils auront des occupations. Mais c'est ça qu'on refuse. Moi, je dis, il faut s'organiser. Il faut que l'État prenne en main toutes les terres et maintenant dire, écoutez, il y a tout un problème. Moi, c'est ce que j'ai proposé pour dans mon projet de société pour Haïti, dans mon projet pour Haïti au niveau de la présidentielle. Il faut travailler le cadastre, il faut travailler l'hypothèque, parce qu'on a un pays qui n'est pas tracé. On a un pays qui n'a pas de cadastre. Il n'y a rien. Alors que, ça dit que vous achetez, le problème, ça freine le développement. Quand quelqu'un vient ici, ça freine l'économie. Si quelqu'un achète un terrain, par exemple, il vient, il dépense 3-4 millions pour acheter un terrain. Il commence à travailler. Et puis 5 ans après, il y a 10 personnes qui arrivent, chacune avec leur papier, disant que oui, ce terrain-là, c'est à moi. Ça, c'est un problème. Ça risque de poser pas mal de problèmes. Donc, ça va susciter déjà la fermeture de cette entreprise, qu'elle aille en justice, dépenser beaucoup d'argent pour se... démotiver aussi. Démotiver le développement, l'entrepreneuriat. Donc, si on n'arrive pas, s'il n'y a pas un gouvernement qui arrive, je dis, c'est un gouvernement qui prend vraiment sa responsabilité. C'est pas que des gens qui vont pour s'enrichir et qui vont dans le spectatif. Non. On veut des personnes responsables qui disent, écoutez, on a un pays, on va développer l'agriculture. Comment on va faire? On fait appel à des fermiers. Une collectivité. Collectivité.
on va faire appel à des fermiers. Donc, c'est pas sur une parcelle qu'on va cultiver. Il faut des champs, comme c'est à Saint-Domingue, comme on a vu à Saint-Domingue en République Dominicaine et au Brésil, c'est des champs. Regardez au Brésil, quand on parle c'est des champs de soja, soja, c'est des champs de maïs pour remplacer le pétrole. Mais c'est pas une petite parcelle de terre. C'est des pays. Si on prend un champ qui va, c'est immense. Mais c'est ça, c'est ce que moi, Haïti, c'est 27 250 km². C'est un petit pays, c'est l'île de France. Haïti, c'est l'île de France. Donc on n'a que l'île de France, on n'arrive pas à développer l'île de France. Et si vous avez hérité une plus grande superficie, qu'est-ce qu'on allait faire? Donc là, vous êtes trop des crétins, messieurs. Vous êtes trop des crétins. Donc arrêtez de mettre en branle vos diplômes. C'est pas vos diplômes qui vont vous caractériser. C'est vous qui devez caractériser vos diplômes. Donc ça dit là-bas, on a un problème. Les gens, c'est les diplômes qui disent les gens, qui valorisent les gens. Mais c'est pas eux qui valorisent leurs diplômes. C'est à vous de valoriser vos diplômes. C'est pas au diplôme de dire oui, monsieur, il est monsieur X ou madame Y. C'est ce que j'avais dit. On a beaucoup de gens qui apprennent l'agronomie, qui sont des ingénieurs en agronomie, des ingénieurs en architecture, etc. C'est à vous de travailler pour présenter un nouveau plan d'Haïti. Il faut arrêter avec les ONG, parce que les ONG, elles sont pas là pour développer le pays. Ils sont là juste pour du business. Ils sont là que pour du business. Ensuite, nous garder dans la cistana et faire de l'argent sur nos dos. Et voilà ce qui arrive. Et c'est tellement bien monté. C'est tellement bien monté. Vous savez qu'est-ce qu'on fait de ces ONG? Elles prennent les cadres du pays, ceux qui peuvent aller enseigner aux universités. Non, ils les embauchent. Ils les embauchent parce qu'ils les payent bien. C'est comme s'ils étaient à l'étranger. Par exemple, quelqu'un qui est dans une ONG, il va gagner $2000 par exemple. Vous êtes en Haïti, vous gagnez $2000 américains. C'est plus qu'un SMIC en France. Donc, comprenez bien, $2000 américains lorsque le peuple n'a pas $2. Donc, une personne qui gagne $2000, il reste comme ça, il a un bureau, climatiseur, de belles femmes autour, un véhicule, et puis on le garde ici au frais. Et c'est ça, on vous garde au frais. Et où est passée l'éducation? Mais il n'y a pas d'éducation parce que le mec, il va pas enseigner dans les écoles avec la craie. Hein. Vous pensez qu'il va prendre une craie pour se salir les mains? Pour 10-15 $ l'heure? Alors qu'il gagne $2000-3000 en restant surtout aux frais dans un bureau? Eh bien, on prend tous ces cadres-là, on les garde aux frais. Et voilà le pays. Maintenant, puisqu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien du tout, les jeunes, ils n'ont aucun recours. Ils vont où? Non seulement la violence, ils vont ailleurs. Ils vont dans les pays. Et ce qu'ils ne voudraient pas faire en Haïti, ils s'autodétruisent. Moi, je les vois. Ils Donc, s'autodétruisent à l'étranger. C'est eux qui se retrouvent dans les champs. C'est eux, des personnes qui ne voudraient même pas enseigner en Haïti. On a des professeurs qui étaient en Haïti, qui enseignent, mais aujourd'hui qui sont au Brésil, qui sont au Chili, en train de travailler la terre. Voilà. C'est les étrangers qui viennent travailler la terre, c'est ce que vous voulez dire? Non. En Haïti, je vous parle, étant donné que ces ONG gardent aux frais nos soi-disant intellectuels, ceux qui devraient travailler dans les universités, dans les écoles, pour au moins éduquer la jeunesse, eh bien, on les garde aux frais dans les ONG, on les paye bien, donc ils n'enseignent pas, et maintenant que fait la jeunesse? La jeunesse n'a pas d'autre choix que d'aller ailleurs. Et quand la jeunesse va ailleurs, elle va à Saint-Domingue, elle va au Brésil, elle va au Chili, elle va en France, etc. Mais quand vous arrivez dans ces pays-là, vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien du tout. Il faut commencer les petits boulots. Et des fois, c'est des petits boulots-là, mais ça désoriente complètement la personne. Si en faisant ces petits boulots, et commence à avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est fini. Et voilà, la déconnexion. C'est fini. Donc voilà notre jeunesse, voilà ce à quoi nos responsables politiques, nos élites intellectuelles nous exposent. Et moi, c'est ce que je prêche. À chaque fois que j'ai envie de raccrocher, mais dans mon sommeil, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me tape. Pow! Edwin, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi. Il faut aller sur le champ de bataille. Je suis un guerrier, je suis un soldat. C'est ça. C'est ce qui me motive. C'est parce qu'à chaque fois que j'ai envie de raccrocher, eh bien, il y a un être suprême. Je dis c'est un être suprême. Parce que jusqu'à présent, vous êtes habité pareil. Je suis habité. En plus, je porte le nom. Oui. Tout ça, c'est comme un hasard. Je ne sais pas. Donc c'est tout un. Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est
Je sais pas. Mais c'est mon engagement. Je le prends ainsi, je l'accepte, quel que soit le prix à payer. Monsieur Edwin Daïti, je vous remercie pour cette interview très éducatif. Okay. Merci beaucoup. Je vous remercie. En direct de Royal Driver avec Monsieur Edwin Daïti. Soyez nombreux à nous suivre sur Clin d'œil TV. Merci bien. Haïti, c'est belle mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rouse qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadin, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot.